Une probabilité composée, c'est en fait un calcul de probabilité lorsque on fait intervenir plusieurs événements à la fois. Donc, lors d'une expérience aléatoire, si on veut calculer une probabilité où il y a plusieurs événements, souvent la première étape pour résoudre ce problème-là, c'est de représenter notre situation à l'aide d'un diagramme, d'un tableau. Donc, trouver une représentation visuelle pour notre problème de probabilité. Donc, ce que je fais, c'est que je vous présente 4 types de représentations possibles. Pour chaque problème, il peut y avoir plusieurs représentations possibles. Donc, c'est à vous de voir laquelle vous convient le mieux, laquelle vous trouvez plus facile à comprendre, laquelle vous êtes plus à l'aise. Donc, je vous présente les 4, je vous donne un exemple de chacune, puis après ça, je vous présenterai des exercices où est-ce qu'on peut appliquer ces représentations-là. Vous allez voir que lorsqu'on fait une bonne représentation visuelle, souvent c'est suffisant pour aller trouver la réponse à notre probabilité. Donc, la première représentation, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Venn. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu. Diagramme de Venn, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un grand rectangle qui représente l'univers des possibilités, en fait l'espace échantillonnal, U. Et à l'intérieur, on met des formes géométriques, souvent des cercles ou des ovales, qui représentent chacun des événements. Donc, si par exemple, je fais un exemple où est-ce qu'il y avait 2 événements en cause, je présente ça avec des cercles. Je vais prendre par exemple l'exemple où est-ce qu'on a vu les hommes, les fumeurs, les non-fumeurs, les femmes, les hommes là, dans notre petit test Socrative. Donc, si je définis comme étant M l'événement être un homme, donc être masculin, sexe masculin, et je vais définir l'événement F être un fumeur. Donc, je reprends les nombres qu'on avait dans Socrative. Je sais que dans mon petit tableau que j'avais 12 hommes fumeurs. Donc, des hommes fumeurs représentent en fait l'intersection entre les 2 cercles. Donc, j'aurais 12 personnes ici. Donc, j'avais 12 personnes, des hommes fumeurs. Ensuite, j'avais 47 hommes qui n'étaient pas fumeurs. Donc, je les mets dans les hommes, mais à l'extérieur du cercle fumeur. Puis, j'avais aussi 6 fumeurs, mais qui n'étaient pas des hommes. Donc, 6 fumeurs qui sont à l'extérieur du cercle homme. Et finalement, j'avais 51 personnes qui étaient dans aucun des 2 événements suivants. Donc, on voit en fait le nombre d'éléments dans chacun des événements. Ce qu'il faut comprendre d'abord, si je regarde le nombre d'éléments dans l'événement M, il y en a 59. Donc, il faut faire attention que parfois on pourrait dire il y a 59 hommes, dont 12 sont fumeurs. Bien, il faut comprendre que les 12 fumeurs sont inclus dans le 59. Le truc, souvent, c'est de remplir des petites parties en premier vers l'extérieur. Donc, souvent, on remplit de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça, on est certain de ne pas répéter plusieurs fois des éléments ou des probabilités. Donc, remplir de l'intérieur vers l'extérieur. Dans un diagramme de Venn, on peut présenter soit le nombre d'éléments dans chacun des événements, comme je l'ai fait ici. On le voit comme un ensemble, en fait. On peut représenter aussi une probabilité. Donc, j'aurais pu mettre, au lieu de 12, j'aurais pu mettre 12 sur 116, 6 sur 116, 47 sur 116, sans problème. Ou on peut même énumérer les éléments. Donc, si je prends l'exemple où est-ce qu'on s'intéressait à choisir un naturel entre 1 à 100, ben, j'aurais pu mettre tous les naturels pairs dans un cercle, tous les naturels premiers dans un autre cercle, par exemple. Donc, j'aurais pu énumérer aussi chacun des événements. Donc, diagramme de Venn. Je vous dirais qu'il est quand même souvent adéquat lorsqu'on a juste 2 ou 3 événements, parce que lorsqu'on vient faire un diagramme de Venn à plus que 3 cercles, ça devient difficile de voir toutes les intersections. Deuxième façon, c'est le diagramme de l'univers des possibles. Donc, diagramme de l'univers des possibles. C'est un peu sous forme d'un tableau. Et là, on voit vraiment chacun des résultats. Donc, on voit vraiment tous les résultats possibles. Je vous dirais que c'est celui que j'utilise le moins parce que dès qu'on a plusieurs résultats, ça devient un peu lourd, là. Je vais prendre un petit exemple où est-ce que, par exemple, je veux tirer un nombre de 0 à 3. Donc, tirer un nombre de 0 à 3. Ce que je fais, c'est que je présente... en fait, c'est pas vrai, je vais tirer 2 nombres de 0 à 3. Donc, tirer 2 nombres de 0 à 3. Et ce que je fais, c'est que je viens énumérer toutes les possibilités. Donc, je peux avoir 0, 1, 2 ou 3 pour le premier nombre. Et je peux avoir 0, 1, 2 ou 3 pour le deuxième nombre. Et là, je viens me créer un peu un tableau
où est-ce que je vais énumérer toutes les possibilités. Souvent, ce tableau-là est utile lorsqu'on fait un calcul. On s'intéresse, par exemple, à la somme ou à quelque chose. Donc, c'est souvent pour des valeurs numériques. Où est-ce qu'on veut faire un calcul du croisement de deux événements là, ou une opération. Donc, ici, par exemple, là, si je m'intéresse à la somme que je peux obtenir. Donc, je tire au hasard deux nombres entre 0 et 3. Je veux savoir c'est quoi les sommes possibles que je peux obtenir. Ben, les sommes possibles, donc 0 et 0, ça va faire 0. 0 et 1, ça fait 1. 0 et 2, 2. Donc, j'écris la somme des croisements des deux nombres. Donc, c'est souvent aussi un tableau qu'on voit des fois dans les sports, là, quand on voit les victoires, les défaites, etc. Là. Donc là, je m'intéresse à la somme. Donc, je viens faire la somme de toutes les possibilités, de tous les croisements des deux nombres que j'ai choisis. Ça aurait bel et bien pu être le produit que je m'intéresse ou une division, des choses comme ça. Fait que c'est souvent utile là, lorsqu'on fait un calcul. Et bon, il faut aussi que le nombre de résultats soit assez petit là, parce que sinon, ça te fait un tableau assez grand. Troisième façon, c'est un tableau tout simplement qu'on appelle tableau de résultats. En fait, c'est un tableau qu'on a vu un petit peu, là, ça ressemble pas mal à un tableau de contingent, je vous dirais. Si je reviens à mon exemple des hommes, femmes, fumeurs, non-fumeurs, c'en était un tableau de résultats, ça. Où est-ce que je mettais les fumeurs, les non-fumeurs, les hommes, les femmes, donc masculin, féminin. Et encore une fois, j'ai nommé combien il y a d'éléments dans chacun de ces événements-là. Je vous dirais que souvent, moi, dans un tableau de résultats, j'aime bien mettre le total. Donc, dans celui qu'on avait vu dans Socrative, il n'y avait pas le total. Mais moi, j'aime bien mettre le total pour qu'on ait rapidement le total de chacun. Donc, je mettrai aussi une colonne totale ici, là. C'est plus facile après ça d'aller chercher des probabilités. Donc, encore une fois, si je viens mettre les nombres qu'on avait, j'avais 12 hommes fumeurs, 47 hommes non-fumeurs pour un total de 59. J'avais 6 femmes fumeurs et 51 femmes non-fumeurs pour un total de 57. Donc, grand total de 116. Et je peux faire les totals des colonnes aussi. J'en ai 18 et 98 ici. Donc, c'en est un tableau de résultats. Très intéressant parce qu'on a en fait, quand on met les totaux, c'est plus intéressant. Et même aussi, c'est facile d'aller chercher des cases vides. Si par exemple, j'efface cette valeur-là, mais que je connais le total des lignes et des colonnes, bien, je sais que je suis capable d'aller retrouver 57 moins 6, 51. Donc, c'est quand même intéressant le tableau. Je dirais que c'est adéquat, surtout, bon, quand on a encore une fois peut-être juste deux événements. Vous allez voir que ça va être surtout adéquat dans le cas où on a des partitions d'événements. Je vais en parler un peu plus loin, là. Mais qu'est-ce que ça veut dire une partition? C'est par exemple que là, j'ai des événements fumeurs, non-fumeurs. Donc, j'ai comme tout le monde là-dedans. C'est soit t'es fumeur, soit t'es non-fumeur. Tu peux pas être d'autre chose. Donc, ça ici, c'est un exemple de partition. Donc, je suis capable de énumérer mon total complet en 2 catégories seulement ou en 3 catégories. Donc, comme j'ai la partition, c'est plus facile de le faire sous forme d'un tableau. Et dernière représentation que vous avez sûrement déjà vue aussi, c'est le diagramme en arbre. Donc, diagramme en arbre, on vient présenter toutes les combinaisons possibles de résultats. Donc, ça ressemble un peu à notre diagramme de l'univers des possibles, là. Donc, tous les résultats possibles. Souvent, il est un peu moins lourd à faire, mais encore une fois, s'il y a beaucoup de résultats, ça peut être un arbre assez gros, donc c'est pas toujours adéquat. Donc, je dirais qu'on l'utilise beaucoup si on a plusieurs étapes dans notre expérience aléatoire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par étape? C'est dans l'exemple où je tire deux nombres. Là, je vais reprendre encore mon exemple. Tirer deux nombres entre 0 et 3. Donc, je tire un premier nombre, je tire un deuxième nombre. C'est ce que ça veut dire plusieurs étapes. Donc, premier nombre, deuxième nombre. Comparativement à choisir une personne fumeur, non-fumeur, j'ai pas vraiment d'étapes, j'en choisis juste une. Donc, le diagramme en arbre est souvent utile lorsqu'on a plusieurs étapes. Et là, on vient justement mettre chaque résultat sous forme d'une branche. Donc, 0, 1, 2, 3 pour le premier nombre que je tire. Et là, le deuxième nombre, donc ça te fait quand même pas mal de branches. J'ai 0, 1, 2, 3 pour le deuxième nombre tiré, ou bien 0, 1, 2, 3 pour le deuxième nombre, etc., etc. Donc, ça prend quand même de la place un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de l'arbre, on a tous les résultats possibles. Donc, je peux avoir 0, 0,
0,1, 0,2, 0,3. Donc, chacune des branches complètes, donc la branche 0,0, la branche 0,1, la branche 0,2. Donc, chacune des branches complètes représente un résultat de l'expérience aléatoire. Donc, ça, c'est quand même intéressant de voir tous les résultats possibles. Aussi, dans un diagramme en arbre, vous allez voir, on a parlé d'équiprobabilité. Si jamais les résultats sont équiprobables, on trace notre diagramme en arbre, ça va bien, mais si jamais ils ne sont pas équiprobables, bien, on n'a qu'à mettre les probabilités sur chacune des branches. Donc, par exemple, j'ai une chance sur 4 d'avoir 1, une chance sur 4 d'avoir 2, une chance sur 4. Donc, c'est possible de mettre les probabilités sur chacune des branches si jamais c'est équiprobable, si j'avais, par exemple, un tiers, 2 tiers. Donc, on peut le mettre rapidement, puis c'est intéressant de voir ça. Donc, ce sont 4 possibilités. Donc, on va aller faire des exercices, des exemples où est-ce qu'on peut les utiliser. Je répète que vous allez pouvoir choisir celle qui vous convienne mieux. Je vais essayer de vous donner des trucs dans lequel choisir, dans quelle situation. Là. Mais c'est sûr que dans plusieurs situations, on pourrait en prendre des différents sans problème. Et aussi, souvent, juste la représentation, là, c'est une démarche suffisante. Donc, parfois, quand on fait un calcul de probabilité, juste de mettre la représentation, vous trouvez la probabilité cherchée, c'est suffisant comme démarche.